Macron est un problème pour la France. Avec Macron, la France vit une période très dangereuse. J'espère que la France va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible. Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, recadre sèchement son homologue français Emmanuel Macron. C'est la première fois que Recep Tayyip Erdoğan s'en prend nommément au président français. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Agacé, Erdoğan n'a pas manqué de lui rappeler le passé colonial et historique français. En effet, par définition, une colonisation consiste à acquérir de nouveaux territoires pour en exploiter les ressources et s'y établir. La France, dont fait ici référence le président turc, a colonisé l'Algérie pendant 132 ans, un passé français qui est encore dans toutes les mémoires. Toujours Macron en 2021, cette fois-ci, il déclencha une vive polémique après ses propos lors d'une conférence en déclarant, je cite, « La construction de l'Algérie comme nation est un phénomène à regarder. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française? Ça, c'est la question. Il y avait de précédentes colonisations. Autant nous connaissons la colonisation française, mais beaucoup moins la domination ottomane. Celle-ci ayant duré 3 siècles, fait de haut et de bas. Par exemple, lors du vote de l'indépendance de l'Algérie à l'ONU, la Turquie opposée votera contre. Durant cette longue présence turco-ottomane sur le sol algérien, on ne sait finalement pas grand-chose. Alors pourquoi les Turcs sont venus en Algérie? Quelle a été la relation avec les locaux? Peut-on parler de colonisation ou pas? Quel héritage a-t-elle laissé? Existe-t-il donc une autorité algérienne avant l'arrivée de la France? On va y répondre dans cette vidéo. Viva l'Algérie, one, two, three. Viva l'Algérie, one, two, three. Pour comprendre le présent, revenons dans le passé, plus précisément en 1505. L'Espagne souhaite conquérir la côte nord-africaine pour empêcher les attaques des corsaires barbaresques contre ces côtes et étendre leur empire. Mais pas seulement en fait, l'Algérie actuelle était une région riche en ressources naturelles telles que les céréales, les fruits, les olives et les tissus, ainsi qu'en pierres précieuses. L'Espagne s'engage donc dans plusieurs expéditions. D'abord, les villes algériennes d'Oran et de Béjaïa sont prises. Les Espagnols convoitent Alger et font pression sur la ville. Ils s'établissent dans une forteresse au large de la Médina sur le pénon d'Alger. Pour se libérer de cette menace espagnole, les Algérois demandent de l'aide et une protection à l'Empire ottoman, un appel qui se traduit par l'arrivée des célèbres frères Harouj et Kherdin Barberousse, des corsaires ottomans. 10 ans plus tard, on célèbre la libération d'Alger. Quel intérêt pour les Ottomans de protéger le Maghreb central comme on l'appelait à cette époque? Tout d'abord, d'un point de vue économique, Alger était un important port de commerce maritime permettant le contrôle de la Méditerranée. Aussi, d'un point de vue stratégique, les Ottomans avaient des liens avec les dirigeants locaux en Algérie, notamment les pirates d'Alger. Sa protection était vue comme une extension de leur alliance. Enfin, Alger et ses villes voisines étaient musulmanes, tandis que l'Espagne était un pays chrétien qui avait lancé une guerre sainte contre les musulmans en Espagne. Il s'agissait donc d'une défense de l'islam contre l'invasion chrétienne. Désormais sous la protection de l'Empire ottoman et des frères Barberousse donc, la régence d'Alger est créée. Elle est gardée par des soldats d'élite de l'armée ottomane, les janissaires, recrutés très jeunes dans les Balkans et formés pour devenir un ordre militaire très puissant. La régence d'Alger était un centre de la piraterie en Méditerranée. Les corsaires barbaresques basés à Alger attaquaient les navires marchands européens, capturaient des cargaisons précieuses et des prisonniers qui étaient ensuite rançonnés ou réduits en esclavage. Les femmes captives sont enfermées dans des harems, certaines deviennent des concubines de grands oligarques, pouvant ainsi donner naissance à des futurs héritiers de l'Empire ottoman. Elles changent de rang, deviennent sultanes et disposent de plein pouvoir. À l'image de Roxolane, la polonaise, esclave affranchie, devenue favorite puis épouse du sultan ottoman Soliman le Magnifique en 1534. Les Ottomans développent la régence d'Alger, en font la capitale du pays. Au fil des siècles, plusieurs dirigeants se succédèrent, dont les Berlebey, les Pachas et les Dey. Car malgré la domination ottomane, les autorités composaient avec les tribus locales. Le système de gouvernance de la régence impliquait la nomination de chefs tribaux, caïds, pour administrer les différentes régions et collecter les impôts. La régence d'Alger a signé des traités de paix avec de nombreuses puissances européennes, dont la France, l'Angleterre et les Pays-Bas. L'un des exemples les plus célèbres est le traité de paix entre la régence d'Alger et les États-Unis en 1795, qui a mis fin aux hostilités lors de la première guerre barbaresque. À ce moment, l'Empire ottoman atteint son apogée et s'étale sur 3 continents, Asie, Europe et Afrique. Ils sont à l'origine de la construction du port d'Alger, de la mosquée d'Hassen Pacha, de multiples palais, des frontières avec les pays voisins, qui existaient donc avant l'arrivée des Français entre autres. Mais voilà,
Tout bascule le 30 avril 1827, un accident diplomatique éclate entre Alger et la France. Le consul français de l'époque, Pierre Deval, aurait refusé avec insolence de s'engager sur le remboursement d'un prêt. Furieux, le Dey Hussein le frappe 2 ou 3 fois de légers coups de chasse-mouche. C'est le célèbre coup de l'éventail. Qui donne le coup d'éventail? À qui on donne le coup d'éventail en 1827? Au consul de France. Il y avait donc un consul de France à Alger. Il y avait donc par conséquent des consuls qui se sont succédés comme ça pendant des années et des années à Alger. Donc il y avait un État. Donc il y avait des attributs de souveraineté d'un État. Tous les écoliers de France ont appris l'histoire du coup d'éventail qui a provoqué l'arrivée 3 ans plus tard, en 1830, des bateaux à Alger. Ah, donc il y avait des consuls. Mais voilà, les deux parties campent sur leur position. C'est là un prétexte tout trouvé par la France pour annoncer le blocus maritime d'Alger par la marine royale française. Car en parallèle, l'Empire ottoman perd des territoires, les uns après les autres, au contraire de la France qui cherche à étendre sa domination. Auprès de son peuple, la France justifiera cette conquête comme une volonté de stopper la piraterie ottomane qui sévit dans la mer Méditerranée. Faire tomber la régence d'Alger permettait à la France d'avoir une nouvelle colonie et la paix dans cette région pour son commerce. La régence d'Alger cède sous la pression française en 1830. L'Empire ottoman fuit Alger, craignant l'envahisseur français plus fort en nombre et en armes. L'Algérie se soumet à la royauté française et se divise en 3 départements français en 1848. Viva l'Algérie, one, two, three. Viva l'Algérie, one, two, three. Les 3 siècles passés en Algérie par l'Empire ottoman ont laissé un véritable héritage. La frontière entre le Maroc et l'Algérie est une trace indélébile. C'est la plus ancienne frontière historique d'Afrique entre 2 États. Cette empreinte ottomane, nous la retrouvons aussi dans le patrimoine architectural des villes d'Alger, Oran, Mostaganem et Constantine principalement. On peut y trouver de nombreux édifices ottomans religieux comme les mosquées Ketchawa, Hassan Pacha, El Jadid à Alger, la mosquée Souk el-Ghazal à Constantine et la mosquée Mohamed el-Kébir à Oran. Plusieurs palais et grandes demeures témoignent aussi de la grandeur de l'Empire ottoman en Algérie, le Dar Mustafa Pacha, la Villa des Arcades, le Palais des Raïs à Alger, entre autres. On compte aussi les constructions d'art comme les ouvrages militaires et les fontaines. La célèbre Casbah d'Alger, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, est utilisée comme siège du pouvoir politique. Les Ottomans sont à l'origine du fort du Cap Matifou, de la fontaine du Hamma, de la citadelle du fort de l'empereur à El Biar. Sans oublier bien sûr les nombreux hammams, donc bains turcs, à l'image du hammam Bouhanifia, situé dans la ville de Mascara, qui s'étend sur plus de 800 m² et qui est toujours opérationnel. Tous ces vestiges témoignent du respect des Turcs envers la religion des autochtones. Ils ne les ont pas altérés, bien au contraire. L'héritage ottoman a aussi marqué le code vestimentaire des Algériens de notre époque. Le célèbre kaftan algérien, aussi kerekou, est un parfait exemple. Tenue traditionnelle, très appréciée, il a été introduit en Algérie par les Ottomans venant de l'Orient. Les régences l'ont fait évoluer selon les goûts de l'époque. On retrouve ensuite l'influence ottomane dans le patrimoine linguistique algérien. De nombreux mots utilisés en Algérie viennent du turc. Par exemple, le mot gaouri, non musulman, vient du turc gavouri. Le mot belek, peut-être, vient du turc belki. Un kahwaji, cafetier, se prononce quasiment pareil d'ailleurs en turc. Idem pour ma'adnous, le persil. Autre aspect très largement inspiré par l'ère ottomane, la gastronomie algérienne. De nombreux plats ont des origines turques, comme le dolma, signifiant farci. On peut le retrouver dans des plats salés ou sucrés. Les boureks, la shorba ou encore les pâtisseries, baklawa, les tcharek, que nous connaissons tous et toutes sous le nom d'une corne de gazelle. L'impact de l'Empire ottoman sur l'Algérie est indiscutable. Ces deux peuples sont liés par l'histoire et par la génétique. Il faut savoir que plus de 5% des Algériens ont des origines ottomanes. On comprend mieux désormais pourquoi de nombreux descendants portent des noms de familles turques. Ils sont souvent inspirés de signes particuliers, comme Zemirli, qui signifie de la ville d'Izmir. Boumabadji, c'est le bombardier. Topji ou Patch Topji, qui signifie artilleur ou canonnier. Viva l'Algérie, one, two, three. Viva l'Algérie, one, two, three. Nous revenons à l'Algérie, qui est à présent colonisée par la France. Elle n'est pas acceptée par le peuple. Les répressions et révoltes se multiplient. En témoigne la chronique d'un célèbre reporter pour le journal Le Gaulois en 1881, signé par un certain Guy de Maupassant. Et envoyé à Oran, son analyse nous éclaire sur la réalité coloniale de l'époque et avait même choqué dans le milieu journalistique français. Je cite: « Rien ne peut donner une idée de l'intolérable situation que nous faisons aux Arabes. Le principe de la colonisation française
consiste à les faire crever de faim. Quand ils se révoltent, nous pardonnons trop vite peut-être, mais que faire? Nous sommes 300 000 Européens contre près de 3 millions d'indigènes. Nous n'avons pas dans l'intérieur un colon pour 100 Arabes. Quand ils sont sages, nous les affamons. La famine est donc venue cette année, une famine affreuse, complète, c'était la mort pour des milliers d'hommes. L'empire colonial use de tous les stratagèmes pour arriver à ses fins, diviser pour mieux régner et le mot d'ordre en remontant les peuples entre eux. Une des nouvelles stratégies françaises vise à détourner les travaux d'Ibn Khaldoun pour opposer Arabes et Berbères. Ibn Khaldoun, comme vous le savez, est le père de la sociologie. Comme on le qualifie souvent, il a écrit entre autres un ouvrage sur l'histoire des tribus berbères et arabes d'Afrique du Nord. Mais l'issue française n'arrivera pas, la guerre d'indépendance sanglante éclate en 1954. Pendant ce temps, la dynastie ottomane a été dissoute. Le traité de Lausanne en 1923 vient définir les nouvelles règles entre la Turquie et l'Europe. La Turquie est désormais une république. Mustafa Kemal Atatürk en est le président. Il va prendre des mesures radicales qui vont bouleverser le pays. Il occidentalise la Turquie à travers plusieurs réformes brutales pour rompre avec le passé impérial ottoman et musulman. La République devient laïque et non plus musulmane. Il interdit l'adhan, l'appel à la prière en arabe, et le fait réécrire en turc. Interdit le voile dans la fonction publique. Ces décisions seront contestées par la suite, mais l'utilisation de l'alphabet latin à la place de l'alphabet arabe sera maintenue. Il transforme la basilique Sainte-Sophie prise par les Ottomans en 1435. Bref, il met en place une révolution sans précédent, la révolution kémaliste visant à suivre le modèle européen. Au même moment, l'Algérie réclame son indépendance à l'ONU. Et dans cette logique pro-européenne, la politique d'Atatürk est claire, s'aligner avec ses nouveaux partenaires et donc voter contre l'indépendance de l'Algérie entre 1954 et 1962. Une véritable trahison, les Algériens garderont une rancune durable contre ses dirigeants turcs. N'en déplaise à Atatürk, son deuxième refus n'aura pas d'incidence sur l'indépendance de l'Algérie. Le 4 octobre 1962, la résolution 176 est votée et acceptée. L'Algérie est maintenant indépendante et devient le 109e membre des Nations Unies. Viva l'Algérie, one, two, three. Viva l'Algérie, one, two, three. 20 ans plus tard, un renouveau politique s'engage en Turquie visant à améliorer les relations avec les pays arabes et musulmans. Dans cette optique, le premier ministre turc de l'époque, Turgut Özal, se rend à Alger. Dès son arrivée, il exprime publiquement les excuses du gouvernement turc et son vote contre l'indépendance de l'Algérie. 2014, la Turquie élit son nouveau président, Recep Tayyip Erdogan, mais celui-ci était déjà le Premier ministre en réalité en 2003, date à laquelle il transformera la Turquie à différents niveaux. Économique. La Turquie a connu une croissance économique rapide, atteignant une moyenne de plus de 5% de croissance du PIB annuel entre 2003 et 2018. Au niveau social aussi, en augmentant les salaires minimums et les pensions de retraite, en créant un système de sécurité sociale plus généreux. Au niveau des infrastructures, moderniser les routes, les ports, les aéroports, ainsi que les réseaux ferroviaires et de transport en commun. Diplomatie, étendre son influence dans les ex-pays ottomans. Enfin, niveau de la technologie, encourager la recherche et le développement dans les domaines de l'énergie, l'aérospatiale et de la défense, avec notamment ses drones Bayraktar. Son offensive est simple, redonner à la Turquie sa grandeur passée dans une logique néo-ottomane. L'empire qui a dirigé une partie du monde pendant plus de 400 ans, un véritable modèle de réussite. Pour cela, Erdogan va se placer en acteur incontournable au sein des échanges mondiaux. On pense notamment à l'accord céréalier, tout récemment, entre l'Ukraine et la Russie, signé à Istanbul. Mais ce n'est pas tout. Le président turc veut asseoir son soft power culturel également. La Turquie devient ainsi le plus gros exportateur de séries historiques au monde. Le développement de la compagnie Turkish Airlines est un exemple frappant, devenue en quelques années l'une des premières compagnies présentes sur le sol africain, desservant plus d'une cinquantaine de destinations sur tout le continent. En revanche, les rapports turcs avec les Américains et les Européens sont plus complexes. Il sera victime même d'une tentative de putsch, l'économie subira une forte inflation et une dévaluation de la lira. Partout où l'Empire ottoman gouvernait jadis, la Turquie n'hésite pas à investir et à vendre sa production. Au passage, il fait repasser l'ancienne basilique Sainte-Sophie en mosquée. L'Algérie lui ouvre donc ses portes à nouveau, sachant que la Russie de Vladimir Poutine étant en déclin, le pays a besoin d'un nouvel allié puisqu'il n'est pas aligné avec les Occidentaux. L'Algérie mise sur un partenariat étroit avec la Turquie, ce pays ne lui est pas inconnu et l'héritage des Ottomans a marqué l'histoire algérienne à jamais. La Turquie est le premier investisseur étranger en Algérie, la valeur des investissements turcs en Algérie est de 5 milliards de dollars, l'objectif commun étant d'atteindre les 10 milliards de dollars durant les prochaines années. Plus de 1300 entreprises turques sont implantées dans le pays, créant une masse d'emplois non négligeable pour la population algérienne. Les accords communs
concerne aussi les jumelages des universités turques et algériennes qui travaillent conjointement. Ces multiples partenariats sont un point positif pour le futur de l'Algérie et de la Turquie, qui pourraient prochainement briguer leur entrée dans les BRICS. Tous les récents événements, le Covid, la guerre en Ukraine, le récent séisme ont fortement perturbé l'équilibre international. Un nouvel ordre mondial se met en place, les cartes sont rebattues et les partenariats stratégiques sont plus que jamais nécessaires. Au passage, si tu veux suivre mes projets immobiliers à Antalya dans le sud de la Turquie, rejoins mon groupe Telegram Opportunity Turkey. Tu trouveras également le lien en description. Je te dis à bientôt, bis and kiff, ciao ciao.